Et on va passer à la troisième masterclass de la matinée, troisième dernière masterclass de cette matinée, un sujet central qui d'ailleurs était présent déjà dans nos deux précédentes masterclass. C'est un sujet central pour l'avenir des traitements, pour l'avenir de la recherche en cancérologie, mais c'est un sujet qui suppose de repenser la concertation, de repenser les cadres de souveraineté. Il s'agit bien évidemment du partage des données. Alors comment penser ce partage en associant un maximum d'acteurs, d'intérêts souvent variés, parfois divergents? Comment permettre cet échange nécessaire de savoir sans échafauder des consortiums qui se révèlent souvent impossibles à tenir? Notre prochain invité porte une initiative qui veut penser autrement le cadre, qui veut penser autrement l'esprit de ce partage nécessaire des données, et cela est mis en œuvre en France. Et on a avec nous Philippe-Jean Bousquet, qui est monté tout de suite. Alors on peut l'applaudir très fort. Bonjour. Normalement, je devais vous annoncer, vous deviez monter, il devait y avoir un jingle. Hein. Vous êtes allé beaucoup trop vite. On va le refaire. Voilà. Vous redescendez, puis... Non, mais il y a un jingle, hein. On va faire avec le... Alors... Merci d'accueillir, et alors là, on va faire des vrais applaudissements, Philippe-Jean Bousquet. Parfait. On est dans un cénacle qui appelle tout de même à ce genre de protocole. Alors, directeur de l'Observation des sciences des données et de l'évaluation, l'Institut national du cancer, on va parler ensemble de ce partage des données, et Dieu sait s'il est essentiel dans toutes les masterclass, et Dieu sait si demain, on en reparlera encore beaucoup dans les ateliers, et c'est parmi les propositions fortes qui reviennent de beaucoup des ateliers, j'imagine, aussi demain. Cette masterclass est consacrée à ce partage des données, mais vraiment, on va le voir pour essayer de le penser autrement et de le faire autrement, mais aussi, surtout, de le penser autrement. Pour vous, quelles ambitions doivent porter aujourd'hui cette question du partage des données à l'échelle européenne? Alors, bonjour à tous. Pour commencer, une chose extrêmement simple, mais qui nous anime tous, c'est quelle est notre ambition? Et notre ambition, elle est extrêmement simple, c'est vivre sans cancer. Donc si on veut vivre sans cancer, ça veut dire qu'on veut éviter le cancer, ça c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est lorsqu'une personne malheureusement est malade, c'est de tout faire pour la guérir. Faire qu'il n'y ait pas de séquelles, faire qu'il y ait les meilleurs traitements possibles, faire que l'on n'ait pas de récidive, qu'il n'y ait pas de second cancer. Et donc si on veut faire tout ça, eh bien, il faut pouvoir faire des études, il faut avoir des données, et la question du partage de données est effectivement très importante. Et nous, ce que nous avons voulu faire, c'est un petit peu casser les codes, casser ce qui se passe et faire que le partage de données, ce soit une réalité. Et que ce soit une réalité pour tout le monde et que ça concerne toutes les données, le public et le privé. Et qu'il n'y ait pas de fausses ambitions, qu'il n'y ait pas de précaré. Donc voilà pourquoi au niveau de l'INCAM et au niveau de la filière intelligence artificielle et cancer, nous avons voulu avoir cette ambition et nous avons voulu le partage de données. Alors, si on va rentrer dans ce projet filière intelligence artificielle et cancer qui a été mis en place, c'est vraiment un projet à la fois intéressant et inspirant pour ce qui peut être mené à l'échelle européenne, mais je voudrais tout de même rester d'un mot là-dessus. L'ambition, qu'est-ce qui aujourd'hui, je dirais, vous irrite, vous énerve dans la manière dont on n'arrive pas finalement à partager ces données, dont on est toujours dans l'antagonisme, la résistance, dont finalement la souveraineté et la possession? C'est un petit peu le principe de « j'ai mes données, je les garde pour moi », et le principe de « je n'ai pas de données, je veux les données des autres ». Et c'est un petit peu ce principe-là, c'est de dire qu'il y a énormément de données aujourd'hui. On en collecte partout, mais ces données sont difficilement accessibles. Alors on reproche certainement à la réglementation, à la technique, à tout un tas d'éléments de dire « je ne peux pas accéder aux données », mais très souvent ce sont des faux semblants, c'est des volontés de ne pas partager. Et donc nous, ce que l'on veut, c'est que ces données deviennent accessibles et que l'on puisse les utiliser. C'est ça que l'on veut lever et c'est un petit peu ce côté irritant de dire « ah non, non, je ne veux pas partager ». On a toujours des bonnes raisons de rendre ça difficile, sinon impossible. Donc l'idée, c'est vraiment, on commence par la volonté de partager. Avec donc ce projet filière IA et cancer, on va détailler son modèle de fonctionnement innovant. Et avant toute chose, ce qui est très important, c'est que ce projet, l'idée n'est pas d'agréger encore plus de bases de données, toujours plus de données, mais de créer et de consolider un écosystème d'échange et de partage pérenne de données
Qu'entendez-vous par là et en quoi c'est une approche qui pour vous est déterminante pour changer le game, si on peut dire? Effectivement. Alors, le partage de données, la première des choses, il faut des données. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est super simple. Mais ensuite, il faut pouvoir aller au-delà. Il faut avoir justement des conditions favorables. Il faut pouvoir avoir des ambitions. Il faut lever les barrières, lever les freins, faire que les gens soient d'accord de partager, mettre les conditions pour que ce partage puisse être fait, trouver les bons jeux de données, harmoniser les choses, faire qu'il y ait tous ces éléments-là qui soient présents, qui ne sont pas finalement sur la donnée en soi, mais qui sont sur le contexte autour de la donnée, sur les innovations qu'il faut créer. Dans les précédentes masterclass, on nous a dit qu'il va y avoir des nouvelles techniques, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces données, ou de dire il y a des données à certains endroits, comment on va pouvoir les fédérer. Eh bien, c'est cet écosystème qu'il faut créer, c'est-à-dire avoir cet ensemble et pouvoir aller au-delà et pouvoir réutiliser toutes les données qui sont produites, où qu'elles soient produites. Donc pouvoir avoir pas forcément plein de données tout de suite accessibles, mais plein de données dont on réfléchit aussi à l'accès ensemble. Et cette filière IA, donc elle est née de la volonté d'associer dans un même ensemble des acteurs du privé, des acteurs du public, on va le voir, on le voit sur ce slide. On y retrouve l'INCa, on y retrouve 8 grands labos, on y retrouve des startups de biotech aussi. La volonté, c'est donc de faciliter la mutualisation, l'échange de ces données. On va le détailler, mais de quelle idée, de quelle ambition est née cette alliance assez atypique tout de même entre privé et public? C'est une ambition totalement atypique, effectivement. Et nous, ce qu'on a voulu, c'est utiliser la force de chacun, utiliser les compétences de chacun, les spécificités de chacun. Et il y a des compétences dans le public, il y a des compétences dans le privé. Et donc, on a voulu regrouper ça pour avoir cette ambition d'être innovant et d'aller au-delà, de faire des choses qu'on ne fait pas encore aujourd'hui ou qu'on ne fait pas assez, et de pousser, de renforcer ce secteur-là. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire ce partenariat-là, tout en garantissant un certain nombre de points dont on va discuter. Et pouvoir, à partir de là aussi, travailler ensemble sur de nouvelles hypothèses de recherche, enfin, créer un vrai écosystème de partage et de réflexion autour de la donnée. Alors, on parle de partage de données, c'est au centre de l'enjeu. Quelles règles d'accès, quelles règles de partage, parce qu'il faut bien des règles tout de même, sont fixées au sein de cet écosystème, pas dire appeler ça un consortium. Effectivement, alors au sein de l'association qui a été créée, vous l'avez bien dit, il y a 8 industriels, il y a les biotech aussi qui sont dedans, il y a des représentants du public, donc c'est un ensemble public-privé. On a voulu fixer un certain nombre de règles. La première des choses, c'est que l'association n'a pas de plateforme de données, l'association n'a pas son entrepôt de données, on ne crée pas une nouvelle plateforme, un nouvel entrepôt, etc. La plateforme va s'appuyer sur ce qui existe déjà et notamment sur les entrepôts qui existent. Le principal, c'est celui qui est porté par l'Institut national du cancer et qui est la plateforme de données en cancérologie. Donc on va s'appuyer sur cet entrepôt, mais pas uniquement. On va également s'appuyer sur d'autres entrepôts de données et il est important de pouvoir avoir les données des autres acteurs, de pouvoir les avoir de façon fédérée, c'est-à-dire pas tout en un seul point, mais de pouvoir aller utiliser, de pouvoir discuter avec ces autres acteurs. Et puis, puisqu'on fait un partenariat public-privé, c'est aussi d'ouvrir les données du privé. Faire que les industries pharmaceutiques, par exemple, disent « j'ai fait une étude, j'ai fait un essai clinique, une étude observationnelle, on a parlé de la real-world evidence, on a parlé de choses comme ça », et bien de faire que ces données, plutôt que de rester dans le laboratoire, à un seul endroit, puissent être partagées, puissent être ouvertes, et puissent servir à d'autres questions, à d'autres hypothèses, puissent servir pour d'autres sujets. Donc elle puisse être requêtée un peu autrement. Est-ce que vous avez des exemples concrètement de la manière dont ça peut fonctionner, cet aller et venue, si je puis dire? Oui, tout à fait, je peux vous en donner plusieurs, mais un premier. Aujourd'hui, en France, tout le monde parle de quelque chose qui s'appelle le Système national des données de santé. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les données de l'assurance maladie qui sont toutes regroupées à un seul et même endroit. On a donc toutes les personnes qui ont un cancer dans cette plateforme. C'est parfait. Maintenant, quand on va regarder la finesse des données, la précision des données, on s'aperçoit qu'on peut identifier par exemple un cancer du poumon. Une personne qui a un cancer du poumon, on va l'identifier. Mais si on veut aller plus loin et savoir est-ce que c'est ce qu'on appelle un adénocarcinome, un hypidermoïde, un cancer du poumon non à petite cellule ou à petite cellule, donc des cancers, des sous-types histologiques du cancer du poumon, eh bien on ne peut pas. Si maintenant je prends des études qui ont été faites par des industriels qui portent sur le cancer du poumon, qui eux-mêmes ont dit « moi j'ai travaillé sur l'adénocarcinome » ou « moi j'ai travaillé sur l'épidermoïde », qu'on prend cette information, qu'on la met dans les données du SNDS, qu'on les croise ensemble, ben d'un seul coup, on vient de donner le type histologique à une donnée. Et là où c'est intéressant, c'est qu'avec les nouveaux algorithmes, les nouvelles façons de traiter les données, on peut le voir pour les personnes qui ont été dans un essai clinique,
Mais on peut faire aussi de l'algorithmie et être innovant, faire de l'intelligence artificielle et dire comment on peut propager cette information pour les personnes qui n'ont pas été dans un essai clinique, mais pour lesquelles on aimerait savoir quel était le type de cancer. Et le type de cancer de façon précise. Voilà, ça c'est un type d'exemple que l'on peut faire en associant des données à la fois du privé et du public. Sachant que c'est l'ensemble des acteurs qui ouvrent l'accès aux données, mais qui sont aussi les porteurs des projets de recherche qui sont possibles. Alors, ce sont parmi les acteurs qui ouvrent les projets. C'est-à-dire que dans l'association, il y a effectivement les membres fondateurs qui peuvent proposer des projets, mais d'autres acteurs peuvent venir, d'autres industriels, d'autres acteurs privés peuvent venir, ou publics même peuvent venir et dire j'ai tel projet, comment est-ce que je peux faire ce projet-là? Et l'association est ouverte à tous. On a une volonté vraiment d'ouverture. Alors, volonté d'ouverture, création d'un écosystème où on n'est pas sur une plateforme de données de plus, un entrepôt très grand en plus. Néanmoins, on est dans un paysage où il y a beaucoup de plateformes de données, où il y a beaucoup d'entrepôts. Comment est-ce que cette initiative, elle se positionne justement dans cet environnement de toujours plus de plateformes, avec toujours plus de données dedans? Vu que ce n'est pas votre démarche, il faut bien en même temps que vous trouviez votre place là-dedans. Alors, notre place dedans, c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on appelle un modèle mixte. Actuellement, il y a soit celui qui veut faire sa grosse plateforme et tout avoir au centre, ou alors le modèle qui est extrêmement fédéré, il n'y a rien au centre, mais tout est disséminé un petit peu partout. Nous, ce qu'on veut, c'est les deux. C'est pour ça que je dis que c'est mixte. C'est-à-dire, on veut un socle central. Dans ce socle central, on va avoir des informations, pas toutes les informations, juste certaines, mais sur l'ensemble des personnes. Et ensuite, on veut faire des liens avec d'autres plateformes, là où elles se trouvent, et pouvoir aller s'appuyer sur ces plateformes en disant, dans telle plateforme, on a fait beaucoup de génétique sur tel ou tel type de cancer, eh bien, on va trouver une information supplémentaire. On ne va pas chercher à la rapatrier, on va faire le lien avec ça. Et c'est comme ça que l'on peut s'associer à tout un tas d'autres entrepôts de données. Le but, c'est bien entendu d'harmoniser un petit peu les choses pour que ça puisse marcher, c'est de se coordonner, mais ce n'est pas de recréer ou de refaire. C'est vraiment d'essayer de créer cet écosystème ensemble et pas de s'opposer en disant « moi j'ai ma plateforme, toi tu as ta plateforme » et on ne dialogue pas. Non, on est ensemble, on essaye de fédérer les choses. Sachant qu'il faut avoir des méthodologies pour pouvoir aller faire dialoguer les données déjà dans vos bases à vous, mais avec les bases extérieures aussi. Effectivement, ça repose sur des standards, mais au niveau de l'Europe, ces standards, ils sont en train d'être développés. Si on regarde tout un tas de projets européens qui sont conduits, c'est pour le partage de la donnée. Donc oui, il faut harmoniser, oui, il faut standardiser, il faut lever les contraintes. Quand les personnes disent qu'il y a des contraintes techniques, ben, lever ces contraintes techniques. Et en Europe, il y a des initiatives justement pour ça. Quand on vous parle de l'espace souverain européen, quand on vous parle du Health Data Space, on est vraiment dans des choses où on veut mettre ensemble les choses, on veut harmoniser. Il y a énormément de projets qui sont également sur l'harmonisation. Donc c'est ça que l'on veut faire. S'appuyer sur ça de façon à ce qu'on puisse dialoguer, avoir des langages communs, avoir des méthodes communes de dialogue. C'est un peu une approche qui est intéressante parce que ce n'est pas l'idée de on veut tout homogénéiser et puis on va chercher dedans. Voilà, ce n'est pas l'approche de on partage au coup par coup, mais pas plus que ça. On est vraiment dans une idée d'écosystème, de partage, de requêtage qu'on fait et qu'on conduit ensemble. C'est très intéressant. C'est une approche un peu free, si je puis dire. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas un moment, je suis un peu psychorigide, où il faut constituer un set minimum de données homogénéisées autour des suivis des patients, créer un bloc de données homogénéisées, partageables, institutionnalisées, et au-delà des projets que l'on a au coup par coup, ici ou là? Si, tout à fait, il faut s'appuyer sur un socle commun. Et ça, c'est important, parce qu'il n'y a pas ce minimum commun, on ne peut pas avancer. Mais encore une fois, on est sur le minimum commun, on n'est pas sur le maximum commun. Maximum commun, on ne l'atteint jamais. Minimum commun, on veut l'atteindre. En France, par exemple, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'appuyer sur ce qu'on appelle le dossier communicant de cancérologie. On a défini 5 types de documents importants pour ce dossier communicant de cancérologie. L'anatomocytopathologie, le compte-rendu de génétique moléculaire lorsqu'il y a des tests qui sont faits, ce qu'on appelle, nous, la réunion de concertation pluridisciplinaire, là où on fait une proposition thérapeutique, le programme personnalisé de soins, donc ce qui a été décidé avec la personne, et le programme de l'après-cancer. Ça, ce sont les documents que l'on veut mettre à disposition. On veut les mettre à disposition pour les patients, pour leurs soins, pour les personnes qui sont malades. Donc on structure ça de façon interopérable en utilisant des standards, et ces standards, ce sont les mêmes que les standards européens. Donc on veut structurer ça, et ensuite, une fois qu'on l'a structuré pour les patients, se dire, on l'utilise pour la recherche, on l'utilise pour autre chose. Et donc on veut récupérer cette information et avoir ce socle minimal.
On a un socle minimal sur le modèle de soins, un peu, le suivi des patients, les parcours, et puis on a une approche écosystème pour ce qui est plus de l'ordre de la recherche derrière, un petit peu. Donc c'est à deux niveaux. On le voit, c'est une filière publique-privée, c'est là aussi un aspect très innovant. Comment ça se passe en l'état, la collaboration avec ces acteurs privés, ces laboratoires? C'est pas leur usage, c'est pas forcément celui de l'Institut national de travailler dans ce schéma-là. Comment ça se passe? En fait, ça se passe très bien. Ça se passe très bien parce qu'on a un petit peu cassé les codes. La première des choses, c'est que plutôt que de dire on fait un dialogue de 1 à 1, on a un groupe d'acteurs, un groupe d'industriels qui sont là. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a fixé une règle assez simple. On agit pour l'intérêt général. Et tout ce que l'on va faire va être pour l'intérêt général et ne peut pas être autrement. Et ça, l'INCa y veille et il veillera toujours et il y veille en permanence. Donc c'est ce deuxième point. Le troisième point, c'est qu'en mettant à la fois des acteurs privés et des acteurs publics, on arrive aussi à avoir des questions, à adresser des questions qui sont innovantes et qui changent. Parce qu'on n'est pas là pour vendre un traitement, pour vendre un dispositif médical, on est là pour faire avancer les choses, pour voir quel est le futur, pour voir ce qui manque aujourd'hui, pour pouvoir le faire demain et après-demain. Donc ça se passe au contraire très bien, et c'est la volonté de faire ce partage-là, et qui est une bonne volonté. Alors, quelle est la possibilité pour vous de résonance, de déploiement d'une telle initiative, d'une telle filière faite à échelle française au niveau européen? Un, est-ce que ça peut se déployer à l'échelle européenne? Et deux, est-ce que ça peut inspirer une évolution de la gestion des données à niveau européen? On est déjà en fait au niveau de l'international et de l'Europe. Dès qu'on dit qu'on a 8 industriels, 8 pharmaceutiques, c'est assez simple, hein, ils ne sont pas franco-français limités qu'au marché français, ils sont déjà en Europe. Donc on est déjà sur une vocation européenne. Tout à l'heure, comme je vous le disais, l'Europe s'ouvre et l'Europe veut qu'on aille utiliser les données, veut le partage de données, veut qu'on fasse le European Data Space, veut que ce soit souverain. Donc on est déjà dans cette volonté d'ouverture et avec les volontés d'harmonisation, de standardisation et d'essayer de faire avancer toutes les choses-là. Donc on est réellement déjà dans ce cadre de partenariat. Là où on est un petit peu innovant et où on change, c'est qu'on a essayé, nous, de franchir le pas en disant on va créer une association avec du public et du privé en mettant des règles. Et ça peut être un exemple pour l'ensemble de l'Europe et ça peut être repris également au niveau européen. Comment ça? Ça peut à être travers quel type de mesures, par exemple? Plusieurs types de mesures. La première des choses, c'est si je vais sur des types Alors, je vais vous donner des exemples, ce sera plus simple. Si je vais sur un exemple qui sont les cancers pédiatriques. Dès qu'on parle de cancer pédiatrique, on a un problème qui est... Alors, on ne veut pas qu'il y ait des enfants qui aient un cancer, c'est évident, mais malheureusement, on sait qu'il y en a quelques-uns qui ont un cancer. Et si je prends juste un pays, il n'y a pas généralement suffisamment de personnes, et donc il faut que je fasse des études européennes, en associant tous ces acteurs-là. Et donc, les études, elles vont être européennes, elles ne vont pas être franco-françaises. Et donc, c'est cette volonté de dire, regardez, nous, on a réussi à prendre des données françaises, avec des données du privé, des données du public, on a réussi à mettre ça ensemble, on a réussi à faire des datasets communs, on a réussi à faire des liens avec des entrepôts de données, faisons ça au niveau européen, voyons comment les données de pédiatrie au niveau européen peuvent être là. Autre point, on voit souvent les limites. Le RGPD, on pourra en discuter plus si vous voulez, mais le RGPD est souvent nommé comme étant un blocage qui empêche de faire des études. C'est une réglementation, mais en fait, c'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut essayer d'harmoniser son interprétation et de voir comment nous, on peut faire en France, comment on peut faire dans d'autres pays, comment on peut disséminer. Ça aussi, c'est des pistes. On reviendra sur le RGPD, mais est-ce que ça veut dire un peu qu'il faudrait peut-être systématiser le fait qu'il y ait un partage des données à l'échelle européenne sur les projets européens financés? Clairement, oui. Tout simplement, il faudrait que les acteurs, et c'est ce que demande l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, elle finance tout un tas de projets européens, et c'est de voir d'emblée, dès le début, quel va être le partage de données. Que ce soit dit le premier jour, et pas dit à la fin, quand l'étude a été faite, et de dire maintenant j'ai fini mon étude, et peut-être que je vais partager mes données. Quand on en arrive à discuter de ça à la fin, on ne partage plus les données, parce qu'on n'a plus les moyens, on n'a plus les capacités à faire ça. Donc le but, c'est de vraiment dire, dès le début, je sais que je vais partager mes données, je sais que je vais les ouvrir, et donc de définir les règles d'emblée. Comme ça, tout le monde est au courant, et tous les éléments, toutes les dispositions qui doivent être mises en place sont mises en place dès le premier jour. Et question qui fâche, mais question qu'on avait déjà un peu initiée, est-ce que ça suppose, malgré tout, comme le veulent certains, de réviser le cadre de la RGPD? Et est-ce que le cadre de la RGPD est à un moment bloquant, empêchant sur ce type d'approche?
Quand on regarde les critiques qui sont faites au RGPD, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas tellement le RGPD le problème, ce n'est pas la loi le problème. Le problème, c'est son interprétation. Si je vais regarder l'interprétation du RGPD d'un pays à un autre, je n'ai pas la même. Si je vais regarder l'interprétation du RGPD au sein d'un même pays, je n'ai pas la même. Je lève de suite de ce problème-là les personnes qui ne veulent pas partager les données. Parce qu'il y a des personnes qui, pour ne pas partager les données, disent « Ah, il y a un problème de RGPD, je n'ai pas bien informé, donc je ne partage pas mes données. » J'élimine ça. Mais c'est plus un problème d'interprétation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réutiliser les données? Et surtout, comment est-ce qu'on pourrait harmoniser ça au niveau européen? Pas harmoniser le RGPD, harmoniser l'interprétation du RGPD pour que tout le monde ait les mêmes choses et que finalement, quand dans un pays, on a un système d'information qui a été validé, ben, il soit validé pour tous les pays. Que quand on a une façon d'informer la personne qui a été validée à un endroit, ce soit validé de la même façon pour tous les pays et pas qu'on ait à revenir à chaque fois à changer ça. Ce qui revient beaucoup, c'est-à-dire que chaque requêtage, c'est une nouvelle histoire qui recommence. Effectivement, parce que comme chacun interprète à sa façon, ben chacun rajoute sa couche. Et la complexité ne vient pas du produit, enfin de la loi. La complexité vient de ce que l'on en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de réduire, faire qu'on harmonise ça et qu'il y ait la même règle partout, finalement, qui soit appliquée de la même façon. La règle, elle est partout, mais que c'est l'application. On a du temps pour les questions et ça tombe bien parce qu'on a beaucoup de questions dans la salle, en ligne. Donc on va les prendre. Voilà, voilà. On a du temps. Peut-être le micro peut venir. Voilà. Peut-être Madame qui avait levé la main d'abord. Et après on a Monsieur. On a là aussi. Oui, je vous ai vu. Merci beaucoup, Véronique Trier-Lenoir, membre du Parlement européen. Il me semble à ce stade qu'il y a un élément important qu'il faut rappeler. Évidemment, c'est évident pour tout le monde, mais ça mérite d'être dit. Les données médicales n'appartiennent qu'à une seule personne, et c'est le patient. À partir de ce moment-là, la seule personne qui pourrait ne pas vouloir partager ces données, c'est bien le patient. Et je vous remercie beaucoup d'avoir engagé le sujet sur le règlement général de protection des données, puisque les institutions européennes, et la Commission européenne est représentée à ma droite par un éminent représentant de la Direction générale santé, sont particulièrement attachées à ce règlement général. Pour autant, elles entendent et elles comprennent qu'il peut y avoir des éléments bloquants. Et c'est l'objet d'un débat particulièrement intense au sein du Parlement européen entre les défenseurs d'une confidentialité qui peut se comprendre et que certains patients demandent, et puis en général le monde des chercheurs qui demandent au contraire cette ouverture. Et moi, j'ai bien entendu la question de l'harmonisation, c'est une question classique. L'Union européenne produit une norme et ensuite elle est transposée, interprétée. Je suis tout à fait d'accord avec vous, néanmoins, je trouverais intéressant que les chercheurs et les représentants des institutions de recherche qui sont dans la salle nous disent vraiment le niveau de blocage représenté par ce règlement, parce qu'il me semble que ça nous aiderait à progresser sur ce qui doit probablement être modifié. Et encore une fois, c'est une importante actualité européenne. Merci. Il y avait, oui, peut-être on va prendre, il y avait d'autres questions. On revient à vous, Madame de Passe. Il y avait le micro par là, oui, c'était, oui. Il y a Madame et Monsieur. Oui, si vous vous présentez d'abord. Geneviève Almouzny, directeur de recherche au CNRS à l'Institut Curie. Merci pour cette présentation extrêmement intéressante et stimulante, mais en fait j'allais presque m'arrêter d'intervenir parce que les éléments qui ont été apportés par Véronique concernant le patient, qui est vraiment la personne qui doit être décisive, me semblaient très importants à relever. Pour autant, c'est vrai que les chercheurs vont vraiment souhaiter avoir accès à l'ensemble des données pour essayer d'avancer dans leur projet. Donc la question qui se pose, c'est vraiment comment arriver à avoir le niveau d'information suffisant pour les patients, pour qu'ils soient rassurés, de telle sorte que les partages puissent se faire de façon fluide
et évidemment exercer cela de façon harmonisée à l'échelle européenne, puisque ce que vous expliquiez, c'était que cette variation, qui là ne dépend pas forcément des patients dans la façon de partager les données. Donc comment est-ce que vous voyez cet élément se développer? Parce que c'est vraiment peut-être un travail important de donner la voix aux patients à l'échelle européenne pour essayer de travailler dans ce sens. Alors, pour répondre à votre question, il y a plusieurs points. Le premier point, le RGPD nous aide. Pour une fois, je peux le dire clairement, ça aide le RGPD. La première des choses quand même à voir, c'est quand on fait une étude, qu'on a une personne qui vient pour une étude. Généralement, on l'informe pour cette étude. Elle va avoir soit un consentement éclairé, soit une lettre d'information, les deux généralement, mais ça peut être dans opposition dans certains cas. Donc, elle reçoit cette information. Mais on a donné une information sur l'étude. On n'a pas dit à la personne, attention, je vais prendre vos données, je vais peut-être les mettre dans un entrepôt de données, et ça va peut-être être utile pour d'autres études. Et ça, on oublie de le dire. On oublie à certains moments de dire à la personne, si jamais on fait ça, on fait un entrepôt de données, on vous explique comment vous allez être informé sur les études qui vont être faites par la suite. Parce qu'au départ, on ne sait pas toutes les études qui vont être faites avec la réexploitation de données. Mais d'expliquer, tout simplement, vous voulez connaître toutes les études? Bien, allez sur tel site internet, et nous nous assurerons que toutes les études qui vont être faites à partir de ces données sont bien référencées sur ce site internet. Vous aurez donc cette information qui sera collective, je suis d'accord, pas individuelle, mais il y aura cette information. On peut également mettre en place tout un tas de mécanismes. On connaît tous les communautés de patients, de personnes, tous les mécanismes avec les nouvelles technologies, les newsletters, etc., qui permettent d'informer en permanence. On peut expliquer aussi à la personne comment elle peut exercer ses droits, parce que le RGPD demande comment on exerce ses droits. Le RGPD dit qu'une personne doit pouvoir s'opposer à une étude. Mais si on l'a informé en lui disant « vous avez un site internet à tel endroit », on vous avertit avant même de commencer l'étude et on laisse un délai raisonnable entre le moment où la personne dépose son étude et le moment où elle a vraiment accès aux données. Et pendant ce délai, la personne elle a la possibilité de dire « non, moi je ne veux pas participer », elle exerce bien ses droits. Tout ça, c'est possible avec le RGPD et c'est ce que dit en fait le RGPD. Donc en fait, il y a déjà des outils possibles. Mais ça nécessite quelque chose d'extrêmement complexe. Ouvrir son esprit quand on fait l'étude et penser au fait que les données ne vont pas servir à soi, mais vont servir à d'autres études, pour d'autres finalités, pour d'autres acteurs. Donc si on le pense dès le début, ça marche. Si on ne le pense pas dès le début, eh bien on se retrouve à la fin de l'étude où on a eu un consentement ou une information spécifique à une étude et on va dire « ah mais dans ces cas-là, on ne peut pas réutiliser les données, il faut réinformer les personnes ». Et on vous explique que réinformer les personnes 2 ans après, c'est complexe, qu'on n'a pas les adresses, que ça coûte beaucoup d'argent, que ça prend du temps, que le chercheur il n'est pas forcément là pour faire ça, etc., etc. Et on voit bien qu'en fait on est dans le non-partage de l'information dans ces cas-là. Donc voilà, c'est un exemple, mais on peut faire des choses comme ça. Il y en a d'autres, mais ça au moins ce sont des exemples. Je relais une question qui est en résonance, qui vient du web. Hein. Les associations de patients sont-elles présentes, doivent-elles être présentes dans les jurys qui décident quels chercheurs utilisent les données secondaires dans des référentiels comme le Health Data Hub? Alors je vais me positionner sur ce que nous on fait au niveau de l'INCA, parce que comme ça sera le plus simple. Là, je suis tranquille. Je vous ai dit qu'on avait une plateforme de données qui s'appelle la plateforme de données en cancérologie. On va faire simple. On a mis en place un comité qui s'appelle un conseil scientifique et éthique, qui comporte des chercheurs et qui a aussi le côté éthique. Nous avons 2 représentants des usagers qui sont dans ce comité-là et qui voient tous les projets et qui donc vont dire ce qu'ils pensent sur tous les projets. On a également 2 personnes qui ont été désignées par le comité consultatif national d'éthique pour justement s'assurer que ce que l'on fait est bien et répond bien à l'intérêt général. Voilà, je pense que c'est important et que les patients, que les usagers ont leur mot à dire. C'est important de les entendre, c'est important de savoir ce qu'ils pensent d'un projet et il ne faut pas croire parce que c'est un projet scientifique qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils peuvent très bien comprendre, il suffit juste qu'on sache bien leur expliquer les choses, mais finalement c'est aussi ça la science, savoir expliquer ce que l'on fait. On va prendre les autres questions dans la salle, mais je complète, c'est un sujet un peu différent, mais avez-vous des projets avec les États-Unis et comment faites-vous par rapport à des réglementations très différenciées quant à la protection des données? Alors pour le moment, nous n'avons pas de projet avec les États-Unis. Mais ça va venir. Non, je préfère le dire de façon très claire. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des laboratoires qui ont pignon sur rue aux États-Unis, mais je vous dis qu'on n'a pas de projet avec les États-Unis. Et on a fait extrêmement attention à faire que notre structuration, alors là, l'association, elle n'a pas de données. Donc si on parle de l'association Fille Intelligence Artificielle, il n'y a pas de données dans l'association, problème résolu. Et si je parle des données de l'INCA, nous avons fait attention à être sur un hébergement qui est considéré comme étant un hébergement souverain de l'État, à mettre en place les règles
règles de sécurité qui sont édictées, puisqu'on a le SNDS, les règles du SNDS, etc. Un hébergement de données de santé, enfin, ce sont toutes les règles françaises que l'on a appliquées pour justement s'affranchir de tout problème avec les lois extra-européennes des États-Unis ou de la Chine ou de je ne sais qui. Vous ne répondez pas vraiment à la question, parce qu'en fait, vous répondez en revenant un peu sur nos données, elles sont sous notre législation. Mais toute l'idée, c'est de faire un écosystème où on ouvre justement à plein d'acteurs qui peuvent requêter de manière beaucoup plus libre. Et du coup, si on ouvre à des acteurs américains qui ont une réglementation qui n'est pas la même, est-ce que cette belle ambition n'atteint pas un peu ses limites ? Ce qui est demandé par la loi, c'est que les données, quand elles sont en Europe, le système sur lequel elles sont traitées quand on est en extra-européen, soit sous le même régime, sous la même application, même sécurité, qu'il n'y ait pas de souci avec ça. Donc l'acteur, à partir du moment où il peut dire « je justifie d'avoir le même niveau », on peut faire des collaborations. La collaboration, est-ce que ça veut dire je prends ma donnée, je l'envoie aux États-Unis, ou le chercheur vient travailler sur des serveurs en Europe? On peut se poser aussi la question, ça peut être aussi une solution. Et on n'est pas obligé de dire la fuite dans un sens ou dans un autre. C'est juste d'appliquer les lois européennes qui sont de dire on veut avoir une certaine souveraineté en Europe. Si la personne en face a le même niveau d'engagement, je peux, dans ces cas-là, aller sur ce niveau d'engagement. Question. On ne vous entend pas, il faut rebrancher, je pense, le micro. Alors, ou il se rebranche tout seul, peut-être. Voilà, super. Merci beaucoup. Pierre Desmolis encore. Et il faut mettre le micro plus pro. Voilà. D'accord, Pierre Desmolis, une nouvelle fois. Donc, je suis actif au niveau du système européen d'enregistrement des dossiers d'AMM de médicaments. Et le schéma que vous avez montré, c'est un schéma dont je rêve. Je vous explique. La législation sur laquelle on travaille est un peu toxique quand il s'agit paradoxalement, quand il s'agit de cancers rares et de cancers pédiatriques. On parle un peu de la même chose. Et j'assiste quelquefois à des développements qui arrivent pour viser une même maladie extrêmement rare, disons 200 personnes sur tout le territoire de la communauté européenne. Et ces 200 personnes sont phagocytées par 4 labos différents qui en trouvent chacun 25 à inclure dans des essais cliniques de très mauvaise qualité et qui se précipitent pour être le premier à nous soumettre un mauvais dossier. Parce qu'on les encourage à ça. Notre système encourage la compétition. Notre législation orpheline, qui fonctionne très bien par ailleurs, donne des récompenses aux premiers et punit ceux qui passent la ligne en deuxième lorsqu'ils sont semblables. Et donc je rêve d'une chose, c'est qu'on arrive à transformer, à réfléchir tous ensemble, à une législation qui propose un schéma qui ressemble au vôtre, où on pourrait regrouper des industriels qui veulent travailler, des académiques d'ailleurs, sur une même maladie rare, qui mettent en commun leurs recherches précliniques, leurs recherches fondamentales, qu'on décide ensemble, sous l'égide d'une structure publique qui emploie des académiques pour ça, lequel est le mieux parti, et qu'on les encourage à travailler ensemble, et qu'on se retrouve avec un essai clinique où il y aura 100 personnes, dont on peut au moins dire si le plus méritant des composés qu'on a décidé d'avancer permet d'être mis sur le marché plus vite, pour le meilleur bénéfice des patients, avec des preuves beaucoup plus robustes. Et donc finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que je voudrais que quelqu'un monte une réflexion pour qu'on change notre législation, pour qu'on y ajoute quelque chose, et qu'on introduise quelque chose qui encourage la collaboration au lieu d'encourager la compétition, et qu'on arrive sur un système qui ressemble exactement au vôtre et qui permette de progresser plus vite, moins cher, mieux, plus tôt, enfin tout ce que vous voudrez, que des avantages. C'est compliqué, mais je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Gilles Vassal sait que c'est un de mes chevaux de bataille. Merci. Merci à vous. Il y avait des questions par là. Le micro va venir à vous et ça permet aussi d'ailleurs de poser de nouvelles questions de recherche, parce qu'on est souvent toujours à demander les mêmes choses aux data. Le système comme le vôtre permet aussi d'aller penser de nouvelles questions de recherche. Voilà, les mains se lèvent et le micro arrive et on a aussi d'autres questions évidemment en ligne à adresser. Si vous pouvez vous présenter juste avant. Oui. Yann Baudouel, École Polytechnique et membre du conseil scientifique à l'INCa. Alors vous avez mentionné à différents niveaux l'intérêt de gérer l'écosystème, je dirais, des données. Je voudrais vous poser une question par rapport aux recherches fondamentales. Dans la recherche fondamentale au service du cancer, l'esprit est souvent qu'au fond, les données doivent être publiées, elles peuvent être accessibles si elles ont une utilité pour le plus grand nombre, donc ça c'est très bien. Mais si on prend par exemple l'exemple de gens qui ont eu par exemple des bourses européennes de recherche, vraiment des financements, jusqu'à preuve du contraire, les chercheurs n'ont pas obligation évidemment de divulguer au plus grand nombre leurs données. Et au fond, est-ce que l'INCa
pourrait se positionner, pour servir un peu d'exemple, dans la chose suivante. Pour la recherche fondamentale, est-ce que l'Alliance pour la recherche et l'innovation pourrait se combiner avec l'INCa pour que, enfin, dès qu'il y a des financements issus, par exemple, du CNRS, de l'INSERM ou autres, il y ait d'emblée une obligation ou une nécessité que les chercheurs mettent leurs données de bonne qualité, avec une bonne traçabilité, au service du plus grand nombre. Quelle est votre vision sur cette approche ? Alors, me demander de parler pour l'INCa avec le président de l'INCa en face de moi, c'est assez difficile. Mais bon, voilà. Après, je peux vous dire quelle est la philosophie que nous avons aujourd'hui. On a une philosophie qui est d'ouverture de données. On veut que les données soient réutilisées. Donc, pour qu'elles soient réutilisées, il faut bien qu'il y ait eu quelque part qu'elles aient été créées. Donc, c'est comment on peut reprendre une donnée qui a été créée quelque part et comment on peut l'ouvrir de façon globale. Voilà, ça c'est la volonté. Après, est-ce que dans nos appels à projets, on va aller jusqu'à dire qu'on impose ça dans le financement, etc. Ça, je suis désolé, mais ça ne relève pas de moi. Je préfère laisser le président de l'INCa si vous voulez parler. Voilà. Mais on a quand même une volonté claire d'ouvrir les données. Nous, c'est ce qu'on veut. C'est ce que les données servent, qu'elles soient là. Il y a une question complémentaire sur Internet qui rejoint un peu, qui est présentée d'ailleurs comme une question qui peut être provocante. Peut-on définir des données sensibles qui seraient régies par la loi et d'autres données partageables de façon anonyme et non identifiante? Plus de sécurité pour les données sensibles, plus d'ouverture pour les données de recherche. Alors ça, c'est une question qui est souvent posée, c'est-à-dire le principe d'anonymisation de la donnée. C'est très difficile avec les données que l'on a. Les données de santé sont des données sensibles. Par définition, le RGPD, c'est données sensibles. Et si on veut faire des jeux de données qui soient anonymes, ça veut dire qu'on n'est pas en capacité de pouvoir réidentifier une personne. Et très souvent, on pense qu'en ayant levé le nom, le prénom et mis un pseudonyme, on a résolu le problème. En fait, non, pas du tout. En croisant les informations, on peut à certains moments réidentifier les personnes. Donc c'est extrêmement complexe d'arriver à un véritable jeu de données anonymisé. La question est plus de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeux de données, on sait qu'ils sont dits pseudonymisés, ça veut dire qu'il n'y a pas le nom, le prénom, mais que si voilà, on peut quand même retrouver des personnes dedans, de pouvoir les utiliser de façon sécurisée, en s'assurant de ce que fait la personne, en traçant les actions de la personne, comme ça on sait qu'elle n'est pas allée faire une finalité interdite, quelque chose qui est interdit d'être fait, et on donne accès aux données. C'est peut-être plus dans ce cadre-là, parce qu'après, le fait d'avoir véritablement un jeu de données anonyme, c'est extrêmement complexe. Question, monsieur. Xavier Troussard, Fédération hospitalière de France. Je ne fais que saluer évidemment l'initiative de l'INCa et du dynamisme de cette alliance, parce que je la connais aussi un petit peu de l'intérieur. Je voulais simplement revenir sur un premier point qui est l'évaluation et la qualité de l'évaluation des données. Alors en amont, bien évidemment, quelles sont les données que vous considérez comme étant de qualité pour que ça puisse être évidemment introduit dans la base du SNDS. Le deuxième point concernant toujours sur la qualité, comment évaluez-vous la qualité finalement après ce brassage et ce partage des données, comment vous évitez les doublons et tout ce qui est nécessaire. Et peut-être pour revenir sur les perspectives de l'Alliance, avec peut-être un peu une notion de contradiction entre, le socle commun qui par définition est minimum, et souvent des demandes scientifiques qui demandent beaucoup de finesse. Comment donc allez-vous trouver cet équilibre entre socle et le maximum de données? Et enfin, si je vois une perspective évidemment sur les maladies rares, elle est incontestable et évidente. Si on voit une extension à l'échelon européen sur la comparaison des données macro, en tout cas à l'intérieur des différents pays de l'Europe, est-ce qu'il est nécessaire néanmoins d'avoir des bases extrêmement élargies sur des maladies qui sont très très fréquentes? Et comment voyez-vous un peu cette perspective de ces bases de données qui ne devrait quand même pas prendre une grande ampleur de trop si on veut être efficace? Merci pour les réponses. Alors, beaucoup de questions, mais qui sont très pertinentes et qui expliquent aussi l'usage de la donnée. Parce que quand on utilise une donnée, effectivement, la question première, c'est quelle est la qualité de cette donnée. Et en fait, quand on veut connaître la qualité de la donnée, la première des choses, c'est d'utiliser la donnée. Et plus une donnée est utilisée, plus on va connaître sa qualité, plus on va savoir ce qu'elle peut dire ou ne pas dire. Ça, c'est déjà le premier point.
Le deuxième point, c'est de savoir dans quel cadre elle a été collectée, cette donnée. Quand on parle du SNDS, le SNDS est un système de remboursement. Donc initialement, c'est fait pour rembourser les personnes ou pour payer les actes qui sont faits en médecine de ville, plus le côté PMSI, c'est-à-dire ce qui est fait à l'hôpital. Donc c'est fait dans cette finalité-là. Quand on sait ça, en fait, on sait aussi quelles sont les forces et les faiblesses de la donnée, puisqu'on sait pourquoi elle a été collectée. Et donc, on peut savoir aussi quelles sont les limites de ces données. Et donc, on sait dans quel cadre on peut les utiliser, quelles questions on peut répondre, quelles questions on ne peut pas répondre. Si je vais maintenant sur le dossier communicant de cancérologie, aujourd'hui, il est dans le cadre des soins. Mais dans le cadre des soins, il y a également l'évaluation de la qualité des soins, l'évaluation des pratiques, l'évaluation de l'organisation des soins. En utilisant ces documents-là, on va pouvoir améliorer cette évaluation-là, on va pouvoir avoir tout un tas d'éléments. Et mécaniquement, ça fait améliorer à la fois les pratiques, mais ça fait aussi améliorer le recueil de l'information. Si vous utilisez une information, si vous savez pourquoi vous la collectez, si vous savez qu'elle est réutilisée, vous avez tendance à mieux la collecter que si vous ne savez pas pourquoi elle est faite. Si c'est pour être mis dans un cahier d'observation et que vous n'en faites rien d'autre, finalement, bon, voilà. Si maintenant vous allez la réutiliser, et donc ce partage de données améliore mécaniquement la qualité des données. Donc on agit dans ce domaine-là. Ensuite, les questions que vous m'avez posées. Il y avait une question sur la qualité, sur si je puis appeler ça la cuisine, les doublons. Les doublons, tout ça. Alors les doublons, ça se traite, ça, il y a tout un tas de techniques que l'on arrive à faire pour traiter les doublons. Et puis avoir des doublons, c'est pas gênant parce qu'à certains moments, ça permet au contraire de pouvoir vérifier si on ne s'est pas trompé. Sur certains il y avait une question sur le socle, c'est-à-dire cet niveau d'exigence de la requête scientifique avec la réalité de ce qui a pêché dans le bassin. Oui, ben c'est justement ça la volonté, c'est d'avoir les données socles et des entrepôts à côté. Le principe étant, j'ai des données socles, avec les données socles, je vais pouvoir identifier la population, par exemple, qui est intéressée. Une fois que j'ai identifié ma population d'intérêt, le scientifique va me dire j'ai besoin d'informations supplémentaires. Par exemple, on fait du séquençage, j'ai besoin d'avoir ces informations-là. Si on sait qu'à côté, il y a un entrepôt de données et que l'on sait quelles sont les personnes dans cet entrepôt de données, on va pouvoir dire au scientifique, écoute, voilà, on a 100 personnes qui correspondent au profil que tu demandes, on sait qu'il y en a 60 dans tel entrepôt de données où on a les données complémentaires que tu souhaites. Et puis peut-être qu'il y a un autre entrepôt de données ailleurs où il y a 40 autres personnes. Et c'est comme ça, en fédérant ces éléments-là, qu'on va pouvoir apporter des réponses aux chercheurs en lui disant voilà où se trouvent les données. Comme on veut travailler avec des entrepôts de données et être vraiment en synergie avec ces entrepôts de données, c'est-à-dire on ne cherche pas à récupérer l'information, on cherche à dire là où elle se trouve pour pouvoir dire maintenant quand je veux faire mon projet, plutôt que d'aller chercher n'importe où, taper à toutes les portes, je peux vous dire quelles sont les 3 portes où il faut aller. Et donc si on va dans ces 3 portes-là, on a peut-être beaucoup de personnes et beaucoup plus. C'est ce côté-là qu'on essaye de faire. On peut le faire au niveau de la France, on peut le faire au niveau de l'Europe. On peut y aller. Et il y avait une dernière question que vous posiez qui était de dire, mais finalement, pour les pathologies qui sont fréquentes, est-ce qu'on a besoin ou pas de collecter toute l'information, etc. Ben, en fait, la réponse, moi je la retourne de façon un petit peu différente. C'est que dans les pathologies qui sont très fréquentes, très souvent on s'aperçoit qu'il y a des sous-groupes. Et que ces sous-groupes, ils évoluent au cours du temps. C'est-à-dire on a des nouvelles connaissances, et on se dit, tiens, pourquoi ces personnes-là sont réfractaires à tel traitement, puis après on s'aperçoit qu'en fait c'est un sous-groupe de personnes. Et donc on s'aperçoit que finalement, même si c'est une pathologie fréquente, il y a plein d'éléments derrière qui vont faire des sous-populations, des questions de recherche spécifiques pour ces personnes-là, et c'est très difficile a priori de savoir lesquels il faut mettre ou ne pas mettre. Et il y a des questions aussi qui nécessitent d'avoir beaucoup de données, d'autres moins. Et voilà, c'est des choses comme ça. Après, c'est toujours le ratio entre je collecte tout et je ne vais pas tout collecter et ce que je peux collecter. Mais ce que vous dites qui est très intéressant et très fort dans la philosophie du projet, c'est que l'essence, c'est pas de tout avoir, mais d'avoir la capacité de chercher les choses aux bons endroits quand on ne les a pas, en fait. C'est vraiment cette capacité à aller rechercher, à aller voir les données là où elles sont et à faire les bons recoupements de la bonne manière qui est très essentielle. Oui, il y avait Denis Lacombe qui avait, et Elisabeth qui avait aussi une petite question, et M. Breton. Alors, peut-être M. Lacombe, oui. Denis Lacombe et au RTC, pour répondre à Mme Trier-Lenoir qui demandait un partage d'expérience. D'abord, et aussi effectivement ce à quoi vous avez fait allusion, qui est l'interprétation de la GDPR, ce qu'il faut savoir par rapport à des réglementations telles que la Clinical Trial Regulation auxquelles nous sommes exposés, la GDPR n'est pas secteur spécifique. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une customisation qui est difficile à obtenir, c'est la première chose. Deuxième chose,
notre expérience, du moins dans le contexte des essais cliniques, et je crois qu'à l'heure actuelle, à l'EORTC, on a plus d'une centaine de data sharing exercises où nous partageons nos données avec des chercheurs. Et ça devient de plus en plus difficile parce que même si le patient, effectivement, est maître d'œuvre, quand vous collectez des données, vous avez une responsabilité, le chain of custody, hein, donc vous avez collecté les données selon un certain consentement. Et donc là, parfois aussi, il y a des ambiguïtés et des difficultés entre les responsabilités d'un sponsor d'essais cliniques, ce qu'on doit faire selon la GDPR, et tout ça coûte très très cher parce que votre DPO, donc Data Protection Officer, doit se mettre en contact avec le DPO de celui qui va recevoir. Il faut évidemment éventuellement aller reconsulter soit le patient, soit les comités d'éthique. Certaines vous disent oui, certaines vous disent non. Voilà, donc c'est devenu très très cher. Et malheureusement, en tout cas dans notre contexte, nous voulons continuer à partager. On se heurte à de plus en plus de difficultés qui risquent de nous amener plutôt à diminuer le nombre de data sharing exercises à cause du coût et des difficultés. Tout est faisable, je ne pense pas qu'il y a d'obstacle, mais il faut couvrir les coûts autour de toutes ces demandes, et c'est là où il y a le problème. Donc simplification, adaptation, customisation, et il faut rendre ça possible. Donc voilà, je pense que ça, c'est les défis qu'on doit adresser. Il y avait, oui, Monsieur Breton. Oui. Merci. Oui, je voulais compléter une réponse que Philippe Jean a commencé à faire à la question de la place de l'INCa qui avait été posée par monsieur dans la structuration, hein, et dans l'organisation du partage des données en recherche. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà commencé à travailler en réalité, puisqu'on a un rôle de financement, de structuration. On finance 8 sites qui sont des sites de recherche intégrés qui sont de niveau mondial, hein, et qui ont engagé un travail justement de définition du jeu de données qu'ils sont prêts à partager entre eux. Et donc, autour de cette démarche-là, nous réfléchissons aujourd'hui à son extension finalement, et à savoir si, et comment surtout, puisque finalement la finalité, elle est assez claire et elle est de bon sens. Comment nous pouvons étendre cette démarche-là dans notre rôle de financement, et en particulier sur les priorités qui sont celles de la stratégie décennale, je pense au cancer de mauvais pronostic. Là où il y a un intérêt évident à organiser ce partage et à permettre aussi à des équipes qui sont peut-être moins nombreuses que dans certains champs de pouvoir disposer d'un set de données qui soit utile à leurs propres travaux. Tout, bien sûr, en respectant aussi le travail qui est fait par chaque équipe et en permettant à chaque équipe de continuer en toute sérénité, bien sûr, ces travaux de recherche. Donc c'est vraiment un point sur lequel nous travaillons. On est en train de réfléchir à ces modalités-là. Et donc on espère pouvoir le faire, et ce serait un rôle nouveau finalement pour nous en tant que financeurs de la recherche française. Oui, merci. Et juste en complément, hein, par rapport à la question qui a été posée, je crois que le travail, comme tu le sais, Philippe Jean, il est à commencer, en fait, dès l'arrivée du malade dans l'hôpital, par une information sur le pourquoi de ce besoin de partage de données, et qui permettent de le rassurer sur le fait que ces données vont être utilisées, mais à aucun moment elles ne lui seront, entre guillemets, rattachées, elles ne permettront pas de le tracer. Je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel, parce que les malades, et lorsqu'il s'agit de cancérologie pédiatrique, les parents de malades, sont énormément demandeurs d'informations supplémentaires, et notamment d'informations sur la cause, on le sait bien. Et ils sont prêts et ils aident, y compris souvent en se regroupant en associations financièrement, à recueillir le maximum de données. Et pourtant, à l'arrivée, lorsqu'on demande à un malade s'il est d'accord pour partager ces éléments, il a un petit peu le syndrome de Big Brother, et il a tendance à dire, de façon un petit peu réflexe, je dis non d'abord et après je verrai. En fait, s'il a dit non d'abord, le travail pour rattraper ça est considérable. Et donc, il y a un véritable besoin de pédagogie à l'arrivée du malade sur la finalité de ce qu'on lui demande et sur la garantie que nous lui offrons, que, bien entendu, on va se servir des informations, mais non, il ne va pas être tracé en tant qu'individu.
Et là, c'est un véritable travail que nous menons ensemble, sur lequel nous allons avoir besoin certainement de coopération, d'expérience. Et je crois que c'est fondamental, parce qu'il faut quelques secondes, quelques minutes au départ pour convaincre, qui se transforment en dizaines d'heures, et ça a été très bien dit par Denis Lacombe, si on ne l'a pas fait en amont. Et sur ça, on va travailler, et moi je suis sûr que sur ça, on aura besoin, Madame la députée européenne, d'un certain nombre d'appuis. Un dernier mot peut-être, parce que Elisabeth souhaitait la parole tout à l'heure. Merci. Bonjour. C'est aussi à répondre à la question de Madame la députée. Les organisations internationales, et par exemple les Centres internationaux de recherche sur les cancers et l'Organisation mondiale de la santé, ont un défi particulier avec la nouvelle loi européenne, les GDPR, parce que les organisations internationales ne sont pas soumises aux lois européennes. Alors, il y a un trou législatif et on ne se retrouve pas. Et la conséquence, c'est qu'on est complètement immobilisé, on est incapable de mener à bout nos projets, même s'ils sont financés, si les patients sont là, si les données sont là, et ça touche même les registres des cancers. Et là, nous travaillons étroitement avec les organismes européens pour partager le plus possible l'information. C'est une information absolument fondamentale pour tous les pays membres pour planifier leurs services de santé vis-à-vis du cancer, et même ça est affecté. Alors, c'est une demande que j'ai faite à Madame la députée de penser spécifiquement dans ces trous législatifs pour les organisations internationales. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous tous connectés en ligne, merci à vous tous présents dans la salle, et merci à Philippe-Jean Bousquet qu'on peut applaudir très fort. On va clore ces masterclass de la matinée. On se retrouve cet après-midi à 14h15 pour la suite. Petites informations pratiques, vous avez les lunchbox qui vous attendent à la sortie. Le déjeuner pour ceux qui sont présents se fait soit à l'étage, soit aux tables qui sont autour des stands, vous le voyez. Et il vous est demandé pour des raisons de sécurité, de sécurité sanitaire et de distanciation de rester assis quand vous mangez et quand vous buvez, donc de ne pas vous restaurer debout. Et si vous pouvez remettre les casques de traduction en sortant, vous les récupérez au retour. Merci à vous à cet après-midi.